Le triangle formé par l'Inde, la Chine et la Birmanie, aujourd'hui rebaptisée Myanmar, constitue une véritable mosaïque ethnique. Au fil des siècles, des populations originaires du nord de la Chine sont venues s'y installer par vagues successives et le flux ne s'est tari qu'au siècle dernier. Les Kachin sont parmi les derniers à avoir franchi les contreforts de l'Himalaya. Ils vivent aujourd'hui dans les montagnes, à l'extrême nord du pays. Beaucoup sont restés animistes et considèrent que l'univers est peuplé par les esprits divins. De très anciennes traditions se sont perpétuées jusqu'à nos jours. La Mali et la Nmaï prennent leur source sur le versant sud du mont Kakabo, sommet le plus élevé du Myanmar, à la frontière du Tibet. À quelques 300 km de là, au nord de Myitkyina, après avoir traversé des montagnes inaccessibles, ces deux fleuves se rejoignent pour former l'Irrawaddy, véritable nerf de toute la Birmanie. Pour les habitants du Myanmar, Tempré, le berceau du fleuve, est un lieu sacré. Il symbolise à la fois la naissance de la nation et l'union des peuples de la montagne. Un symbole toujours d'actualité. Les Birmans usent de techniques rudimentaires pour extraire l'or du fleuve, ce qui leur procure un revenu complémentaire non négligeable sur cette terre ingrate. Les premiers colons arrivèrent jadis dans la région, en descendant le cours tumultueux de la Mali sur des embarcations qui devaient ressembler à celles qu'utilisent encore aujourd'hui les montagnards lorsqu'ils vont vendre leurs produits au marché. Au nord du Tempré, les routes carrossables sont rares. 30 années de guerre civile ont coupé la région du monde extérieur. C'est seulement depuis l'armistice de 1993 qu'un semblant de communication a pu être rétabli dans l'État Kachin. Chaque année, au mois de janvier, les différentes ethnies célèbrent la fête traditionnelle du Manao. La plupart des Kachin ont cependant été christianisés et l'événement a largement perdu son caractère animiste. Les derniers Tumsa, sortes de chamans locaux, se réunissent dans la vieille maison des esprits pour y offrir des animaux en sacrifice. C'est, selon la coutume, la seule façon d'invoquer les esprits. Sans la présence des esprits, la cérémonie ne peut avoir lieu. Mais il est impossible de savoir s'ils vont accepter l'invitation et s'ils viendront. Du bambou vert est déposé sur un feu en plein air. Quand le bois éclate, les chamans lisent dans les fibres la réponse envoyée par leurs illustres invités. Cette année, les plus éminents ont accepté de venir. Madai, le maître du ciel, sera là, ainsi que Shadip, l'esprit de la terre. En leur honneur, une douzaine de poulets et un porcelet ont été préparés. Leurs viscères sont offerts en sacrifice. Les préparatifs vont bon train.
Les poulets parqués dans d'étroites cages de bambou seront ensuite accrochés à des autels faits de la même matière et placés devant la maison des esprits. Chaque chaman a un rôle précis à jouer. Le Qingzhou est, par exemple, chargé de dépecer les bêtes sacrifiées et de les envelopper dans des feuilles avec du gingembre et du sel. Les chamans utilisent un langage connu d'eux seuls pour appeler les esprits et interpréter leurs réponses. Les victimes sont immolées. Buffle, cochon, coq ou poulet. Un animal différent est offert en sacrifice à chaque génie de la nature. Certains doivent être tués sans effusion de sang. C'est le cas du coq, dédié à Madai, génie du ciel. La chair des animaux sacrifiés est découpée en morceaux. Les viscères, la tête et les pattes sont placés dans de petits sacs que l'on accroche aux autels de bambou. Les restes sont distribués aux propriétaires des animaux sacrifiés et aux membres de l'assistance. Les femmes ont préparé des boissons enivrantes pour le repas. Les sacrifices seront bientôt interdits. En effet, le gouvernement fait pression sur les chamans pour qu'ils modifient leurs pratiques. Le chamanisme est en voie de disparition, comme en témoigne la présence de nombreux cimetières chrétiens disséminés dans toute la région. L'évangélisation des Kachin a commencé il y a une centaine d'années. La part de l'animisme se réduit aujourd'hui comme une peau de chagrin. Au sud de Myitkyina, l'Irrawaddy s'enfonce dans des gorges spectaculaires. Pendant la saison des pluies, il est impossible de traverser le fleuve. Seuls les autochtones parviennent à déjouer les pièges des hauts fonds parsemés de rochers. Quelle que soit l'époque de l'année, le bateau est l'unique moyen de se rendre à Bhamo. Bien que située à 1600 km de l'embouchure de l'Irrawaddy, la ville n'est qu'à 120 mètres d'altitude. En période de crue, le fleuve atteint 8 km de large. À la saison sèche, en revanche, des îlots fertiles apparaissent. Les enfants s'amusent, mais les navigateurs beaucoup moins. Lorsque les eaux sont basses, les bateaux à fond plat de Mandalay doivent se frayer un passage à travers d'étroits chenaux pour remonter le fleuve. Le voyage est long et difficile. Bhamo est une ville Myanmar typique. Elle regroupe des Birmans, des Chinois, des Shan et des Kachin. Les paysans descendus de la montagne peuvent vendre leurs produits au marché. Ils y trouvent des articles manufacturés importés de Chine. La frontière est proche et les échanges avec le pays voisin, licites ou non, ont considérablement augmenté ces dernières années. Dès leur plus jeune âge, les Birmans ont recours au titanaka. Il s'agit d'une pâte à base de bois de tanaka qu'ils font eux-mêmes et s'appliquent sur le visage. Cette préparation est avant tout destinée à protéger la peau des brûlures du soleil.
Perdu au bout du fleuve, Bamo semble sorti d'un rêve. Plus pour longtemps cependant, car les Chinois sont en train de construire une route à 4 voies à la frontière qui sépare l'État Kachin de la province du Yunnan. Le nouvel axe doit favoriser l'exportation de la production industrielle de Chine occidentale vers l'Irrawaddy et jusqu'aux rives de l'océan Indien. À quelques kilomètres, Sampanago témoigne de la splendeur passée de Bamo. La ville fut jadis un lieu d'échange majeur entre l'Inde et la Chine. La pagode Ed Koto fut édifiée en souvenir d'une des nombreuses agressions chinoises dont la ville eut à souffrir au cours de son histoire tourmentée. Des siècles de relations antagonistes ont laissé aux habitants du Myanmar une certaine méfiance à l'égard de leurs puissants voisins du Nord. De l'antique Sampanago, il ne reste plus aujourd'hui que quelques stupas et des légendes. La pagode de Teinma fut probablement construite sous le règne de l'empereur indien Ashoka. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, ce dernier fit ériger 84 000 pagodes à l'extérieur des frontières de son royaume afin de répandre le bouddhisme à travers le monde. L'influence culturelle indienne était déjà vive à l'époque dans la région de Bamo. Sinkan se trouve au sud de Bamo. À l'époque coloniale, c'était un grand centre de commerce du bois. Aujourd'hui, c'est un village oublié sur le cours supérieur du fleuve. Le style des statues de Bouddha change. Les monastères sont dans un état de délabrement avancé. C'est la fin de la route qui relie les Shan des montagnes du Nord au reste de la Birmanie. Les bambous sont assemblés en immenses radeaux qui descendront vers le delta pour y être vendus à l'issue d'un voyage qui durera plusieurs semaines. Peu après Sinkan, l'Irrawaddy traverse un deuxième rétrécissement. À mi-chemin, au milieu du défilé, se trouve la dernière station de chargement de bois. Avant une dure journée de labeur, les éléphants ont le droit de prendre un bain. C'est là une règle que respectent tous les Maouts, les cornacs birmans. Cette région est dépourvue de route. La circulation s'effectue par voie fluviale et les éléphants remplacent les machines.
Dans le nord, la plupart des Kornaks sont des Karen. Ils sont originaires du sud, d'une région située le long de la frontière avec la Thaïlande. De la station de chargement, on aperçoit les fameux rochers de Velata, la Lorelei de Birmanie. Il y a très longtemps, raconte la légende, le prince héritier fut chassé de Sampanago. Désespéré, il se jeta du haut de la falaise. Les génies locaux, les Nats, arrêtèrent sa chute et firent disparaître à tout jamais l'usurpateur qui s'était emparé du trône. À l'endroit où cet événement s'est produit, une petite pagode blanche surplombe désormais le fleuve. En période de crue, les gorges sont généralement impraticables. Les navigateurs ont inventé un instrument de mesure original, le bec de perroquet. Si le niveau d'eau, qui peut ici atteindre 12 mètres, monte jusqu'au bec, il est inutile d'essayer de lutter contre le courant. À quelques kilomètres en amont se trouve une petite île qu'on ne distingue pas de la rive, Kiundo. Tous les 2 ans, au mois de mars, des milliers de membres du peuple Shan s'y rendent en pèlerinage pour la fête du Tabang. Tous rêvent de fonder une pagode. Celui qui finance la construction d'une pagode est en effet assuré de connaître une vie meilleure lors de sa prochaine réincarnation et de renaître à un rang plus élevé dans la société. L'écrivain voyageur Scott O'Connor notait au début du siècle que le vœu le plus ardent d'un Birman pieux est de devenir Pyataga, ou fondateur de pagode. Il va jusqu'à se faire appeler ainsi par son épouse, et en public nomme cette dernière Pyataga Ma, ce qui signifie femme du fondateur de pagode. Nombreux sont ceux qui accomplissent leurs devoirs religieux. Les ruines des 2700 stupas construites ici au fil des siècles en témoignent. Kiundo est un lieu mythique. Personne ne sait au juste quand ces stupas ont été construites. Ce sanctuaire retiré dans les montagnes sauvages du nord du Myanmar atteste la présence dans la région d'une culture millénaire. En hiver, il n'est pas rare que le brouillard couvre le fleuve toute la matinée. Or, l'Irrawaddy est parsemé d'écueils. Le rôle des navigateurs est alors essentiel. Ils connaissent par cœur les moindres méandres du fleuve. Le courant et l'ondulation de la surface de l'eau leur révèlent l'état du chenal. Par des signes de doigts, ils indiquent au capitaine la profondeur de l'eau. L'histoire du Myanmar commence à Tagaog. Ce village aux rues poussiéreuses, parcouru par les chars à bœufs, était jadis le centre d'un royaume auréolé de légendes. Des guerriers Sakya, venus d'Inde, la patrie de Bouddha, s'y étaient installés avant la naissance du grand sage. Jusqu'au XIXe siècle, les rois de Birmanie se sont réclamés de ces illustres ancêtres. En bordure du village, de jeunes moines ont mis au jour un petit tertre. Il s'agit d'une stupa détruite par un tremblement de terre. À l'intérieur, ils ont découvert des milliers de tablettes en terre cuite ornées d'inscriptions. D'après Georges Coedes, qui fait autorité en la matière, ces tablettes sont la quintessence même du bouddhisme. Bouddha nomma l'origine de toute chose, et le mystère de l'évolution est une parole détenue par le moine tout-puissant. Au Myanmar, les archéologues ont encore de beaux jours devant eux.
Des chercheurs d'or se sont installés près de Cabouette, au centre de la 3e série de gorges. Ils profitent des mois de basse eau pour laver le sable aurifère. Les pépites et les paillettes récoltées seront ensuite laminées pour former de fines feuilles destinées à l'ornementation des pagodes et des stupas. Les hommes sont à l'œuvre depuis l'aube et jusque tard dans la nuit. Leur tâche est harassante. On vient pourtant de très loin pour travailler ici, avec l'espoir de s'enrichir rapidement et peut-être aussi de rompre la monotonie de la vie dans les campagnes. Certains sont tout simplement sensibles à l'atmosphère qui règne ici et qui rappelle un peu la fièvre de la ruée vers l'or. Entre juin et septembre, on ne peut naviguer à cet endroit du fleuve qu'en longeant la rive. En hiver, l'eau est aussi calme qu'un lac de montagne. Les riverains profitent de cette période pour descendre paisiblement vers Mandalay. En quittant la montagne, le fleuve pénètre dans le centre du pays, beaucoup plus aride. Le climat et le paysage changent. Kiokmiong est la première grande ville en bordure du fleuve. Toute cette région vit de la céramique. C'est ici qu'on fabrique les célèbres tonneaux de terre cuite, connus autrefois sous le nom de pots martaban. On les utilise aujourd'hui encore pour conserver l'eau, l'huile, le riz et les légumes secs. Avec des perches de bambou, on lie les pots de terre cuite vernis les uns aux autres. Ils forment ainsi d'immenses radeaux qui descendent tranquillement les 800 km qui séparent Kiokmiong du delta, principal débouché des produits locaux. À Mingun, l'Irrawaddy pénètre dans la région de Mandalay. Les rois de la dernière dynastie y ont érigé des bâtiments magnifiques. La pagode de Zimbyum, construite en l'honneur d'une reine défunte, est la représentation symbolique de Meru, la montagne mythique, élément central de l'univers bouddhiste qui s'élève au centre des 7 mers. Sur son sommet, au 7e ciel, se trouve le palais d'Indra, divinité brahmanique du tonnerre. À quelques mètres de là, se dresse ce qui est probablement le plus grand tas de briques du monde. À la fin du XVIIIe siècle, on avait prévu d'édifier à cet endroit une gigantesque stupa. Elle devait mesurer 170 mètres de haut. Mais l'argent vint à manquer et l'édifice inachevé ne résista pas au tremblement de terre de 1838. Fidèles compagnons des gardiens du temple de pierre, les Chintes, les lions de la mythologie birmane, observent silencieusement l'Irrawaddy. Leur regard n'a pas changé depuis 110 ans, depuis l'époque où le royaume était encore prospère. Buffalo Point est l'embarcadère de Mandalay. On amarre ici les petits bateaux en provenance du nord et l'on extrait des eaux du fleuve les lourds troncs de teck. Mandalay est la plus typique des villes birmanes. Elle est imprégnée d'un mélange de vie urbaine et rurale. Elle a aussi l'aspect d'une grande ville moderne. Elle donne une image assez réaliste du Myanmar actuel.
Juste derrière l'embarcadère se trouve le marché, où les habitants du fleuve vendent leurs produits. George Scott visita Mandalay en 1882. Bien que la ville ne soit dotée d'aucun système de canalisation, écrit-il, on n'est jamais gêné par des odeurs désagréables. Cela grâce aux nombreux cochons et chiens errants qui vident les poubelles. Nous pourrions être sur le marché d'un village de montagne. On a du mal à imaginer que cette scène se déroule dans une ville de 600 000 habitants. Le centre-ville. Il y a quelques années, les rues étaient encombrées de vélos et de calèches. Exception faite de rares jeeps militaires, les voitures étaient inexistantes. Aujourd'hui, la circulation y est devenue infernale. Depuis quelques années, les capitaux chinois affluent. Mandalay s'est réveillé, comme prise de fièvre. La tour de la pendule victorienne du marché Zegyo est le seul vestige de l'époque coloniale britannique. Les Birmans sont cependant plus attentifs aux vestiges de leur propre culture. L'entrée du Mandalay Hill a été rénovée il y a quelques années. Tout ici dénote un profond respect des traditions. La pagode de Kutudao est un exemple parmi tant d'autres. Le pieux roi Mindon fonda la ville au milieu du siècle dernier. En 1871, il convoqua le premier concile bouddhiste. À cette occasion, il fit ciseler l'intégralité du canon bouddhique sur 729 tablettes en pierre. Au-dessus de chaque tablette, il fit sculpter un temple miniature. Jusqu'ici, les écrits bouddhiques n'avaient été transcrits que sur des feuilles de palmier. Les paroles de Bouddha doivent être conservées jusqu'à la fin de son ère, c'est-à-dire environ 5000 ans. 2400 moines ont travaillé pendant 6 ans pour construire cette pagode, surnommée le plus grand livre du monde. Le roi Mindon mourut au monastère de Shuinandao. Cette construction en bois fut démontée, ce qui lui permit d'échapper à la destruction pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ses murs et ses portes sont rehaussés de bas-reliefs en bois. Ce sont les derniers vestiges d'un art qui disparut avec le royaume. De vieilles photos témoignent de la splendeur passée du monastère d'Atumashi, l'incomparable, dévoré par les flammes en 1892. Après la conquête de Mandalay, un membre des troupes britanniques victorieuses écrivit dans une lettre: « Le roi Mindon a fait ériger ici un monastère extraordinaire.
c'est sans conteste le plus beau bâtiment de Mandalay. Aujourd'hui encore, c'est l'impression qu'éprouve le visiteur. Le souffle de l'éphémère, propre au bouddhisme, émane des pieux de teck brûlés et des pans de murs repeints. Le palais de Mandalay a été reconstruit récemment. Sous les 7 toits du Piatat, tour dans laquelle se trouvait autrefois le trône des lions, le roi venait chercher conseil et inspiration. Hier encore, pour les Birmans, ce bâtiment était le centre de l'univers. La vie à Mandalay a été décrite par différents auteurs. Il y régnait, semble-t-il, une atmosphère faite d'un mélange de despotisme oriental et de foi profonde. Le roi Mindon n'hésita pas à dépenser des fortunes pour faire décorer son palais par les artistes et les artisans les plus talentueux. C'est ce que révèlent les somptueuses ornementations des bâtiments conservés de cette époque. Dans un ouvrage intitulé « Mandalay doré », le colonel Foucard, qui connaissait fort bien la ville, note « Mandalay fut construite selon des images ancestrales, d'après un modèle déjà archaïque à l'époque de Kublai Khan. Derrière un fossé de 70 mètres de large et des murailles qui s'étendent de part et d'autre sur près de 2 km, se dressent les bâtiments du palais. Ils abritaient jadis le roi, ses épouses, ses enfants et ses serviteurs. Les hommes n'étaient pas autorisés à y passer la nuit. C'est à Mandalay que la culture de la Birmanie ancienne connut son apogée. L'arrivée des Britanniques, en 1885, introduisit dans le pays des idées occidentales. Ainsi disparut le dernier royaume oriental de l'histoire. Amarapura, la cité des immortels, se trouve à 12 km de Mandalay. C'était la capitale du pays avant la construction de Mandalay. Les palais qui se trouvaient là il y a 150 ans ont cédé la place aux ateliers des tisserands. Les étoffes tissées à la main servent à confectionner de superbes longis, jupes typiques portées par les hommes. Très ouvragés, les longis d'Amarapura sont recherchés dans tout le pays. À la sortie d'Amarapura, un pont de 1200 mètres de long permet de franchir le lac Tauntaman à la saison des pluies. Le lac s'assèche en hiver et devient alors une vaste étendue cultivée, très fertile. Ce pont fut construit en 1784, lors du déplacement de la capitale, avec des matériaux provenant de la démolition d'un palais voisin. Les pieux de teck ont plus de 200 ans et sont immergés pendant tout l'été. Ils sont cependant en parfait état de conservation. Les sculpteurs locaux utilisent le bois pour fabriquer de faux anciens, dont l'authenticité ne peut être mise en doute par aucun test scientifique. L'Irrawaddy est très poissonneux. Les poissons et les crustacés constituent une part importante de l'alimentation de la population.
Les bouddhistes, n'ayant pas le droit de tuer directement les animaux, ils pêchent généralement au filet. C'est une pratique ancestrale courante, partout où le niveau de l'eau varie selon les saisons de l'année. Amarapura abrite l'une des plus grandes universités bouddhistes du pays. Quelques 1200 bonzes vivent au monastère de Mahaganda, parmi les ruines du vieux palais, les stupas, les rizières et les huttes en feuilles de palmier. Animés d'une ferveur vibrante, ils récitent chaque jour les textes du canon bouddhique et observent les règles de vie monastique. Certains moines finissent par savoir par cœur les 84 000 pages du Tripitaka, qui regroupe l'ensemble des préceptes de la religion. Chaque matin, à 11 heures précises, les moines font sagement la queue pour recevoir leur repas. Chaque jour, c'est un bienfaiteur différent qui nourrit la communauté. Le monastère n'a aucune difficulté à trouver des donateurs. Le supérieur possède une longue liste de candidats qui rêvent tous d'avoir cet honneur. Pour un bouddhiste, c'est en effet une grande joie que de pouvoir décharger les moines du poids des soucis quotidiens. Les bonzes prennent leur repas dans un silence absolu. Personne ne parle. Les mets ne sont pas assaisonnés et les moines ne doivent pas les apprécier, mais les considérer comme un mal nécessaire. Dans le Theragatha, Sariputta, l'un des disciples de Bouddha, déclare à un moine: « Je ne mange pas trop d'aliments frais ou secs. Le ventre moins rempli, je serai plus léger pour voyager. 4 ou 5 bouchées et une gorgée d'eau, cela suffit au bien-être d'un moine sérieux. » Le confort est spartiate. Tout ce qui peut nuire à la méditation est banni. Les bonzes vivent dans des huttes rudimentaires couvertes de feuilles de palmier à l'ombre de grands arbres. L'atmosphère est austère. Elle favorise le recueillement propre au bouddhisme et incite à la contemplation. Le monastère de Mahaganda est entouré de nombreux sanctuaires. Les statues érigées en ce lieu ne respectent pas toujours les règles de l'iconographie birmane. Les sculptures modernes mêlent souvent le kitsch et les canons artistiques traditionnels. Les qualités d'une statue de Bouddha idéale ont été définies par les sages. L'œuvre doit exprimer une profonde tranquillité de l'âme, une nature purifiée, éclairée, douce, facile et resplendissante. Avec le déclin du royaume, les arts traditionnels ont régressé. Les lieux de culte continuent cependant de remplir leurs fonctions. Les fidèles viennent ici se familiariser avec la vie de Bouddha et de ses 27 prédécesseurs. Amarapura est le grand centre de la fabrication de feuilles d'or. Les feuilles produites ici sont d'une légèreté incomparable. Elles servent à orner les statues et les stupas. L'or est laminé à la main, au rythme d'une clepsydre, dans un mortier en pierre. Les feuilles ont à peine un dixième de millimètre d'épaisseur.
Pendant que les hommes frappent l'or tels des machines, les femmes rangent les feuilles sur du papier fin comme un parchemin. Ces feuilles sont ensuite groupées par paquets de 5 ou de 10 pour être vendues devant les principales pagodes du pays. Sur cette statue de Mahamounis, une scène représente l'extraction de l'or. Toutes les représentations de Bouddha honorent le grand sage. La légende veut que cette figurine ait été inspirée par Bouddha lui-même. C'est peu probable, car Bouddha s'est toujours opposé à ce qu'on lui voue un culte personnel. Il autorisait uniquement la représentation de symboles. Un jour, le grand sage aurait dit à son image: « Dans ma 80e année, je disparaîtrai. Toi, en revanche, tu resteras là 5000 ans, doté de mon âme, tant que la religion régnera. » Aucun temple, aucune pagode n'incarne l'essence de la pensée bouddhique mieux que le portrait du sage suprême. Il y a 2500 ans, Bouddha parcourait le nord de l'Inde, son pays natal, priant et prêchant. Sur les bords de l'Irrawaddy, l'influence de son enseignement ne s'est jamais démentie depuis.